Bonjour, bonjour, bon réveil à toutes et à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 7h30 en direct et en intégralité sur RT1. Merci de nous faire cet insigne honneur là, donc de vous réveiller avec nous. C'est Matin Bonheur et aujourd'hui nous sommes très heureux de célébrer la journée mondiale de la presse et à cet effet nous allons recevoir donc Monsieur le Président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Monsieur Moussa Traoré, qui sera avec nous pour nous parler un peu de l'évolution de la situation de la presse en Côte d'Ivoire. Mais attention, ce ne sera pas le seul sujet de ce rendez-vous, n'est-ce pas, Leslie? Bonjour. Marco, bonjour. Ça va? Bon, bien sûr, ça Madame va Bougeot. très bien. Oui, alors aujourd'hui, certes, on parlera de la journée internationale des droits de la liberté de la presse, mais on recevra également un entrepreneur qui viendra nous parler de son parcours comme tous les jeudis. On aura aussi la rubrique diététique et le tout dernier virage, ça concernera, Marco, la santé. On parlera des 1000 premiers jours du nourrisson. Voilà. Donc les mamans, restez connectés, les papas aussi, et tous ceux qui sont des parents en devenir, restez connectés. Il y aura des choses intéressantes à savoir et à découvrir. Mais avant, Marco... mais avant, tout aussi intéressant, hein, c'est le passage obligé. Chaque fois qu'on ouvre les vannes de ce rendez-vous Matin Bonheur, c'est la gym. C'est parti, bienvenue à Matin Bonheur. Vous faites bien de nous suivre. Salut Nessie, salut Marco, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui encore on continue avec nos exercices de gainage. Mais couplé au gainage aujourd'hui on va mettre un peu de cardio. Donc tous les exercices que nous allons faire vont solliciter vos centres abdominales et vont vous permettre de travailler votre souffle. Donc on a juste besoin aujourd'hui d'un tapis pour pouvoir bien faire ces exercices. Donc on part directement pour le premier, regardez. On se met en position de pompe là et la jambe va aller carrément à l'intérieur, c'est-à-dire la jambe opposée. Donc je suis en position de pompe, ma jambe droite rentre carrément à l'intérieur, je couche le pied, je reviens, je pars à l'opposé, je le fais de même et je reviens. On fait 10, deux fois. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, prenez tout votre temps. 3, 4, 5, couchez bien le pied. 6, 7, le fessier pas trop haut. 8, 9 et 10. Ok, on souffle. Alors les filles, lorsque vous faites cet exercice, il ne faudrait pas que le fessier soit très haut, il faudrait justement que le fessier soit au même niveau que le dos, sinon un peu plus bas que le dos. Chez vous à la maison aussi, c'est pareil, il ne faudrait pas que le fessier soit trop haut, il faudrait que le fessier soit au même niveau que le dos ou un peu plus bas. Donc on repart cette fois-ci pour le même exercice avec la correction. Donc allez, c'est parti. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore un peu. Avant de rentrer maintenant dans le deuxième exercice, le frogger. Alors, pour faire le frogger, on met les mains là sous les épaules. Ok, et on monte à l'extérieur et on revient les jambes tendues là. D'accord? Alors, si vous ne pouvez pas le faire avec les sauts là, on va le faire de manière décomposée. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche tendue et jambe droite tendue. Et on repart encore. On fait 10, deux fois. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On souffle, on respire. Allez, on repart pour un deuxième passage. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore. On va aller pour le dernier exercice de cette journée. Les filles, ça va? Alors, chez vous aussi, j'espère que ça va. On part pour le dernier exercice de ce jour, le grimpeur. Alors, on va alterner grimpeur croisé et grimpeur droit. On va faire cet exercice 10, deux fois. Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, courage,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle, on repart encore une dernière fois pour cet exercice. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 1, 2. Super. 1, 2, 3. On met du rythme. 4, 5. Si c'est trop difficile d'arriver à 10, vous pouvez vous arrêter à 5 et faire 2 fois 5. 6, 7, 8. Courage. 9 et le dernier est 10. Super. Alors, merci de nous avoir suivis. Continuez à faire ces exercices chez vous à la maison. Ça va vous mettre en forme. Et je vous donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Ciao. Ciao, ciao. Bah, Marco, le gainage, c'est un exercice très éprouvant. Ça, je réussis ça tranquillement. Efficace. Vous réussissez ça tranquillement. Bah oui, ça c'est en 2-4-6. Hein. Je fais ça les yeux fermés avec la main gauche en plus. Ouh là là. Je vous crois. Si, je vous crois. si le coach Fabrice m'attrape, je suis foutu. Mais je sais que lui, il y a longtemps, il me guette. Parce que chaque fois qu'il me voit, il me dit, ah, Marcelin, il faut que ce bidon-là tombe un peu. Mais bon, ça va aller. Mais ça vous va très bien. C'est vrai. Bah oui. Ça fait glamour. Ouais. C'est pas des plaquettes de chocolat, mais des rondelles. Mais ça va quand même. Effectivement, ça vous va très très bien. Et Marco, on rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Oui, la journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993 après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Ce séminaire s'est déroulé, je vous le rappelle, du côté de Windhoek, c'est en Namibie en 1991 et a conduit à l'adoption de la déclaration de Windhoek sur la promotion de médias indépendants et pluralistes. Effectivement, donc libre et indépendante, et mettait l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein de l'État, ainsi que pour le développement économique. La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai, donc chaque 3 mai de chaque année, date à laquelle la déclaration de Windhoek a été adoptée. Aujourd'hui également, Marco, ça marque la mise en vente de la pilule, ce moyen de prévention qui permet d'éviter les grossesses. Donc c'est depuis le 3 mai 1960 que ça a été mis sur pied. Donc la mis fameuse en vente, pilule, hein, très très heureuse, hein, qui fait du bien, enfin c'est selon le côté où on se place, hein, dans des couples ou pas. 3 mai 1960, et c'était aux États-Unis par le docteur Pincus, mise en vente libre dans les drugstores du côté des États-Unis. Et puis également, un 3 mai, mais cette fois très très longtemps avant, en 1494, Christophe Colomb découvre l'île de la Jamaïque. Et le 3 mai 1990, Marco, le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, autorise le multipartisme. Un grand moment dans la vie politique de notre pays. Voilà, aujourd'hui, on en profite. Il y a près de 100 partis. Hein. Il y a énormément de partis en Côte d'Ivoire. Et puis, votre parti? Moi, mon parti, c'est le PRTI, le parti de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et puis, en 1950, l'égalité des sexes est proclamée en Chine. C'est une date importante également à retenir. Attention, il va y avoir de la circulation. Et là, nous sommes au point route. On part tout de suite au Carrefour Sokossi, après le jingle. OK. Carrefour Sokossi sur le boulevard La Prie. Oui, grande surface. Grande surface. Voilà. C'est le nom du Carrefour, Marco. Ne nous faites pas de problème ici. Mais aujourd'hui, la circulation est beaucoup plus dense. C'est un peu sombre, hein, quand même. Et Marco, il faut dire que ce sont des images en temps réel. En direct. Voilà, en direct. Ce ne sont pas des images enregistrées. Hein. Voilà, faut que les gens sachent que ce sont des images en temps réel, c'est en direct. C'est la situation réelle. On a des caméras postées un peu partout sur ces différents tronçons-là. Donc là, on va partir tout de suite du côté du boulevard Lagunaire. Et ce sont les taxis rouges qui sont à l'honneur là. Beaucoup de clients. Et là, circulation tranquille, fluide, mais quand même. Le jour est en train de se lever. Tout doucement. Tout doucement. Hein. Le jour est encore jeune, comme on dit ici à Matin Bonheur. Et puis, sur le pont de Gaulle, on est au garde à vous pour voir un peu la circulation. Donc, sur ce pont très important pour la cité abidjanaise, la circulation est calme. Hein, et le fil a disparu, Marco. Oui, le fil a disparu. On a essuyé un peu la caméra. La pluie va venir essuyer encore. Et puis, bon, on va voir quoi ça va donner tout au long de cette journée.
Et Trèchetown, qu'est-ce qui se passe du côté du carrefour Trècheville? Avec Nessie, nous étions hier à Trècheville pour oui. une très belle occupation. On ne va pas vous dire ça ici, mais en tout cas, c'était très intéressant, n'est-ce pas, Gerson? Très bien accueilli. Gerson était avec nous, c'était l'arbitre, notre stagiaire au niveau de l'assistance de réalisation. Alors, les images cool, simples, le temps se lève tranquillement aussi à Trècheville, la circulation tout doucement commence. Et on va terminer avec le 3e pont, donc au niveau de l'échangeur de Marcory. Toujours timide comme d'habitude, hein. Mais aujourd'hui, quand même, 3 voitures. Voilà, donc c'est une destination qui n'est pas très prise en vous comprend le matin, la circulation est fluide, donc vous avez d'autres possibilités. Voilà, c'est tout pour le point route. Et si on mangeait maintenant le matin, ça donne quoi? Le jeudi, vous savez, vous connaissez le réflexe tous les jeudis, c'est bien sûr le volet diététique. Il y a une personne qui se fait le plaisir de nous faire, vous parlez comme les Ivoiriens, de nous faire encaisser culinairement parlant, qui nous propose des plats, qui mange seul, qui ne fait jamais d'emporter. Mais c'est pas grave, tout ça la saison prochaine, ça va finir. Je vous annonce officiellement que la saison prochaine, c'est votre serviteur qui fera le diététique pendant ce temps nécessaire sur ce plateau à faire les lancements. Merci d'être à Matin Bonheur. Voici maintenant la diététique aujourd'hui. Vous avez mangé quoi? Alors, des galettes au saumon, Marco, c'était délicieux. La vie est Les téléspectateurs vont regarder ce que je leur propose la et je vie vous est explique vraiment injuste. comment c'était délicieux. Ça vous fait quoi de Marco. changer de partie des galettes que vous mangez chaque matin avec moi ici? C'est différent. C'est un contraste. C'est vraiment différent. Vous C'est un connaissez autre les monde. crêpes? Les crêpes, elles sont sucrées, mais les galettes, elles sont plutôt salées. C'est un peu comme des crêpes, mais salées, Marco, c'est simplement délicieux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous invite à C'est bon, découvrir la on se recette. féliciter, on va mettre fin à tout ça, jingle et puis on y va. Voilà, c'est bon, c'est bon. La chronique diététique vous ouvre ses portes et aujourd'hui, elle reçoit le chef Akomion Patrice. Bonjour. Bonjour Nessie. Quand on vous voit, on a plus ou moins une idée de ce que vous allez nous proposer. Effectivement, C'est quoi? On va parler Aujourd'hui. crêpes ou plutôt galettes? galette aujourd'hui. Et quelle galette vous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons respecter vraiment nos amis disons, du nord de la France. Aller sur le concept du saumon aujourd'hui. Une galette au saumon. Également dans le nord de l'Europe? Oui, dans le nord de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, plus C'est là-bas. très prisé. Oui, c'est très prisé. En tout cas, on va respecter les manières de faire la galette au saumon. La galette au saumon. Oui. D'accord. On avait déjà vu avec la galette végétarienne comment faire une pâte Effectivement. à galette, c'est ça? Une D'accord, pâte à c'est ça. galette? Une pâte à galette, effectivement. D'accord. Donc on a les mêmes ingrédients? Oui, On effectivement, on retrouve retrouve encore les mêmes ingrédients. L'eau, la farine de sarrasin, les œufs, de l'huile, du sel. Du sel. Et on a autre chose qui s'est rajouté, ça c'est Qui quoi? se- Du yaourt? Non, c'est de la crème fraîche. De la crème fraîche. fraîche pour l'assaisonnement. D'accord. Voilà. Et Et là, là, nous avons du citron pressé, du jus de Du jus de citron. citron. Voilà, qui est déjà et ces pressé. feuilles-là, Et ces feuilles, nous avons du persil qui nous ont été émincés. émincées. Et là, on a toujours On a le encore poivre le poivre et le sel. et le sel. D'accord. D'accord. On a déjà fait notre On a déjà pâte. fait notre pâte. Notre pâte, elle a bien reposé 9 heures de temps au frigo. D'abord, on va mettre notre machine à 200 degrés. D'accord. Préchauffer d'abord à 200 degrés. Et là, on va prendre notre huile végétaline. Et là, on va prendre notre pâte à galette qui a bien reposé. Et là, nous allons étaler juste un peu. Et là, on va prendre nos saumons qui sont vraiment très très frais. Voilà, on va Et passer les à côté. saumons sont salés. Et on rappelle aussi que la Ouais, pâte elle est salée. à galette se fait avec du sel gros grain. Oui, Donc ça ne va pas trop dépasser. non, ça ne va pas trop dépasser. On va utiliser l'œuf. Nous allons casser. Voilà. Et on va prendre le persil. Voilà. Ça, c'est vraiment C'est bon. le On va plat. utiliser le poivre aussi Le pour, poivre. voilà, pour assaisonner notre galette. Voilà. Et là, comme je l'ai dit, comment savoir si une galette est déjà cuite? Vous voyez les bordures, elles se soulèvent tout seul. Et là, nous avons notre galette qui est déjà prête. Là, juste, on va prendre le beurre.
de beurre pour ramollir la galette et pour rendre la galette plus brillante. On va enlever. Vous avez votre galette là. On n'a pas utilisé tout ça. On va utiliser le citron pour avoir un goût aigre. Je vais rajouter de la crème fraîche pour faire plus esthétique. D'accord, juste à côté. Oui, juste à côté. D'accord. Voilà. Bon, comme on parle de diététique, donc on va opter pour une crème assez light. Là, vous avez votre galette déjà prête, galette au saumon. Miam, c'est Patrice. Alors, je vais pas me gêner. Hein. D'accord, mettez-vous. Mettez-vous Je à vais y l'aise. aller à fond. Oui, Je vais faire une confidence. Hein. d'accord. J'aime pas trop le son. Ah bon? Ah, donc chez nous, vous serez vraiment bien servi. Je viendrai manger chez vous. Je vous en prie. Donc on y va pour la dégustation. Ça sent tellement bon. Je salive. Délicieux. Excellent. Excellent, on sent le saumon. Oui. On sent les feuilles surtout. Oui, oui, Ah, on les sent. feuilles, on les Le sent. persil. Mais par contre, j'ai pas goûté avec, Avec la crème la fraîche. crème. Vous Je pouvez sais pas ce goûter. que ça donne avec. Je vais y aller. Voilà, c'est excellent. Avec la crème, c'est beaucoup plus doux. Oui. Ah bon? Ah, Oui, ça atténue en fait le sel, Le sel. du saumon. Sans la crème, on sent le saumon. non, d'accord. Mais quand on met la crème, ça atténue le goût salé. Le goût du salé. saumon. D'accord. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. Vous avez bien pris note et reprenez cette recette chez vous. Envoyez-nous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur la page Facebook de Matin Bonheur. Dites-nous si vous avez pu réussir cette recette ou pas. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Marco, c'était délicieux. Ne me parlez pas, ne me parlez pas. C'est délicieux, franchement. Vous savez, la solidarité africaine impose des emportés. Vous connaissez les emportés? Les takeaways. Le takeaway, voilà, mais vous faites jamais d'emporter, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave. Si, On veut Marco, comprendre. mais il y a trop de coupeurs de route. Ah oui, donc Bah vous oui. envoyez des fois et Caddy bloque ça en route. Alors, c'est ce que vous êtes en train de Elle dire. bloque pas en Elle route. nous suit. Marco, elle bloque pas en route, mais elle réserve, elle appelle. Garde-moi une part. Hein. Ah bon? Elle aime les bonnes choses aussi. Ouais, oui. Elle le mérite d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Alors, joyeux anniversaire. Il y a des anniversaires aujourd'hui que nous célébrons. Déjà même, on souhaite une très bonne fête et des joyeux anniversaires à tous ceux qui sont nés un 3 mai. Et puis, le 3 mai aussi, on a une pensée pour une des grandes personnalités culturelles, musicales du monde en général et des États-Unis en particulier, Mr. James Brown, donc chanteur américain, un des créateurs de la musique soul avec le célèbre I Got You. Donc, est né un 3 mai 1928. On rappelle qu'il est décédé, bien sûr, le 25 décembre 2006. Et puis, ils nous ont quittés un 3 mai. Un 3 mai, ils nous ont quittés. Une Dalida, parole, parole, parole. Chanteuse française d'origine égyptienne et italienne. Donc, elle s'est donné la mort dans la nuit du 2 au 3 mai 1987 dans sa maison à Montmartre. Elle laisse pour seule explication à ce geste un mot à son entourage: la vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Donc sa vie, Marco, ça montre quelque chose d'exceptionnel. On peut tout avoir et être malheureux. Parce qu'elle avait le succès, elle avait de l'argent, elle était aimée puis, à elle décès. seule, elle drainait des foules. Il y a le décès de son copain, de son conjoint, quelque temps auparavant, qui l'a vraiment bouleversé. Ils avaient participé ensemble à un concours, le concours de San Remo, célèbre concours en Europe à l'époque. Et voilà, il n'avait pas assuré parce que sa partition n'avait pas été bien faite. Donc, ils ont perdu, alors que c'était un tremplin pour l'aider, pour sa carrière. Et ce dernier s'est suicidé. Et c'est ce qui a vraiment la bouleversée. Voilà, on va rester donc dans la spirale de la liberté de la presse, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la liberté de la presse. Est-ce que la presse est vraiment libre en Côte d'Ivoire? Est-ce que les journalistes peuvent parler, que ce soit dans les médias d'État, les médias privés? Est-ce que les journalistes sont libres? Est-ce qu'un journaliste, on peut le suspendre pour ce qu'il dit, ou bien le mettre en prison, ou bien un animateur? Bref, est-ce que les gens travaillent dans des conditions optimales afin vraiment de faire profiter l'information vraie? That is the question, comme disent les Anglais. Voici un regard de notre reporter Emma Niamien. Je vous assure que sur la question,
les avis divergent. La preuve. Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. La journée permet d'informer les citoyens sur les atteintes portées à la liberté de la presse. Dans des dizaines de pays à travers le monde, des publications sont censurées, condamnées, suspendues ou tout simplement n'ont plus le droit de paraître, alors que des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs sont harcelés, attaqués, détenus ou même tués. Et qu'en est-il de la situation en Côte d'Ivoire? La liberté de la presse en Côte d'Ivoire est réelle, elle est visible. On voit les journalistes qui décrivent des situations, souvent des dossiers qui étaient tabous aujourd'hui sont exposés sur la place publique pour informer le peuple et autres. Nous pensons que la liberté de presse est une réalité. Parler de la liberté de la presse aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut le dire, ça va, il y a du mieux par rapport à des années précédentes. Même s'il y a des choses qu'il faut déjà chercher à rattraper. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a la liberté de la presse. Voilà. Parce qu'on en veut, quand vous allez, vous voyez les journaux d'obédience politique différents. Il y a des choses qui se disent dessus, bon, qui ne sont pas sévèrement punies. Bon, quand je dis sévèrement punies, c'est un peu trop dit. Que l'autorité ou bien le pouvoir laisse faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a d'autres, par contre, qu'il faut revoir. Pour moi, la liberté de la presse est une réalité ici en Côte d'Ivoire. Parce que après la crise post-électorale, je pense que les autorités actuelles font tout pour que chacun s'exprime normalement ici en Côte d'Ivoire. La preuve, il n'y a plus de condamnation de journalistes, il n'y a plus d'assassinat de journalistes, il n'y a plus de sièges de journaux qui sont brûlés et tout. Donc moi je pense que la liberté de la presse est une réalité ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire occupe la 82e place dans le classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Certaines personnes pensent donc qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a un semblant de liberté de la presse. Il y a qu'on essaie de parler de la liberté de la presse pour donner l'impression d'être dans une démocratie. Parce que c'est un facteur démocratique. Donc, pour satisfaire à cela, on dit que la presse est libre, on essaie de faire quelques actions à l'égard de la presse, mais est-ce qu'elle est vraiment libre d'aller à l'information et donner la vraie information dont le peuple ivoirien a droit? Je ne pense vraiment pas. Voilà, elle est muselée et il y a qu'on fait passer ce qu'on a envie de faire entendre. Sinon, on ne fait pas des débats contradictoires, on ne permet pas aux journalistes d'aller aux informations et de donner la vérité des faits aux Ivoiriens. À mon avis, je ne vois pas trop de liberté en Côte d'Ivoire parce que les journalistes eux-mêmes, ils se sont fait occuper par les politiques. Et donc, chacun cherche un peu à manger. Donc, et les journalistes n'arrivent pas réellement à s'exprimer, n'arrivent pas à dire ce que la société vit en Côte d'Ivoire. Pour moi, je peux dire oui et dire au même moment non. Parce que oui, parce qu'on assiste à une pluralité des journaux sur le marché. Toute la presse est représentée tant au niveau de l'opposition qu'au niveau du parti au pouvoir. Non, parce que aussi certaines presses sont opprimées, sont suspendues parce qu'ils ont soit tenu des propos désobligeants envers le gouvernement. La célébration principale de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2018 a lieu à Accra, au Ghana, du 2 au 3 mai. La Journée mondiale de la liberté de la presse 2018 offrira à différents acteurs l'occasion de se pencher sur les interactions entre les médias, le pouvoir judiciaire et l'état de droit dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Voilà, Marco, l'homme de la rue s'est exprimé. Mais qui de mieux qu'un journaliste pour répondre à cette question de liberté de la presse? Ah, c'est une grande question. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le patron des journalistes de Côte d'Ivoire, monsieur le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, monsieur Moussa Traoré, qui est avec nous. Bonjour, président.
Comment vous allez? Je pense Tout juste une question avant d'aller au journal. Quelle est la température de la presse en Côte d'Ivoire? De la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Chaude ou froide? Je pense que mi-figue, mi-raisin, je dirais. Mais nous sommes relativement, par rapport à certains pays qui nous entourent, nous sommes quand même mieux logés. Vous êtes sûr? Je dis relativement par rapport à certains pays qui nous entourent, parce que nous sommes dans un monde qui est devenu aujourd'hui un village planétaire. Et donc, nous avons en même temps l'œil ici et ailleurs. Et donc, nous voyons ce qui se passe. Nous avons une loi sur la presse. Quand nous la comparons à celle des autres pays, je pense que relativement, on peut dire qu'on est mieux. Est-ce que le journaliste ivoirien est libre? Ne répondez pas tout de suite, ce sera après le journal. Justement, une journaliste va s'exprimer, mais bon, pour donner l'information, c'est Maïsako. On se retrouve juste après. Restez avec nous. Il a beaucoup de choses à dire, monsieur le président de l'UNDC. À tout à l'heure. Militants et sympathisants du RDR et de la grande famille du RHDP, ivoiriennes, ivoiriens, l'heure de l'unification a sonné. Ce samedi 5 mai, venons massivement participer au 4e congrès extraordinaire du RDR au Palais des Sports de Treichville à partir de 9h avec la présence effective de son Excellence M. Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR. Thème, le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Au programme, travaux en commission, motion, militantes, militants du RDR, venons témoigner notre soutien à la grande vision du président Alassane Ouattara pour le RHDP unifié. Le RHDP unifié, une chance historique pour une Côte d'Ivoire plus forte et plus solidaire. Tous au 4e congrès extraordinaire du RDR. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Une matinée généralement nuageuse sera présente sur les régions du sud et de l'ouest avec une pluie localisée. Par la suite, le temps y sera partiellement nuageux et ensoleillé. Le reste du pays sera relativement nuageux. Côté température, on notera 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 à Bandoukou, Bouaké affichera 24 degrés. Une série de 24 degrés est attendue dans les villes de Daloa, Dimbokro, Gagnoa, Korogo. On notera 22 degrés à Mans, Odena affichera 23 degrés, 26 degrés à San Pedro, 25 à Sassandra et 24 degrés à Tabou et à Yamsoukro. L'après-midi est un temps relativement ensoleillé pour intéresser l'ensemble du pays. Cependant, la forte instabilité présente sur les zones du nord-est, de l'ouest, du centre, du sud forestier et de l'est pourrait évoluer au milieu ou en fin de période en cellules orageuses accompagnées de pluie sur ces zones-là. Le littoral, quant à lui, pourrait être affecté en fin de période par des averses de pluie. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 34 à Bandoukou et Bouaké, à Dalo on notera 33 degrés, 35 degrés à Dimbokro, Gagnon affichera 33 degrés, 35 degrés à Korogo, à Mans on notera 30 degrés, 35 degrés à Odéné, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 30 à Tabou et 33 degrés à Yamsoukro. Excellente suite de programme et très bonne journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Je vous donne tout d'abord lecture de ce communiqué de la présidence de la République.
Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 2 mai 2018 à la signature d'un décret portant intérim du ministre chargé des relations avec les institutions. Ainsi, M. Patrick Hachi, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, est nommé ministre chargé des relations avec les institutions par intérim. Fait à Abidjan le 2 mai 2018, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pris part hier à la cérémonie de remise d'ouvrages à sa fondation Children of Africa. Ces livres, au nombre de 1500, ont été offerts par les États-Unis. Jérôme Kofi Aboulé. 1500 livres à la fondation Children of Africa, bien au programme des bibliobus institués par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Un don des États-Unis pour soutenir l'une des actions de la présidente de cette fondation, visant à inculquer le goût de la lecture aux tout-petits. À l'occasion de la cérémonie de remise de ce don ce mercredi, à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, la chargée d'affaires de l'ambassade fait constater que le livre est un élément fondamental de la vie. Les livres sont les portes de nouveaux mondes. Ceux-ci peuvent être des mondes de l'affection ou de l'imagination que nous ne verrons jamais. Ils peuvent être des mondes que nous apprenons et que vous pourrez découvrir par vous-même plus tard. En ce sens, les livres sont des portes de notre avenir. Nous les lisons, nous enrichissons et avec de l'action, du travail et de la discipline, nous améliorons nos vies. En abondant dans le sens de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, la présidente de Children of Africa ne manque pas d'exprimer sa joie d'être associée à cette cérémonie. La Fondation, depuis 18 ans exactement pour les bibliobus, a choisi de prôner la lecture pour les enfants, la lecture gratuite et d'aller à la rencontre des enfants dans les villes et les villages à l'intérieur et donc de faire ces bibliobus et de les équiper et également d'enseigner l'informatique à l'intérieur et de visionner des films pour les enfants. Nous sommes très heureux d'avoir ce don de livres qui va également aller dans chaque bibliobus et qui va pouvoir enrichir la bibliothèque que nous avons déjà. Je voudrais vraiment vous remercier tous et vous dire que la Fondation est particulièrement heureuse d'avoir ce partenariat avec vous. Après les allocutions, c'est l'étape de la visite du bibliobus, mais le tout précédé de ce qu'il convient d'appeler le storytelling, c'est-à-dire l'heure du conte. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec à ses côtés d'autres personnalités, y trouve l'occasion d'informer la trentaine d'élèves choisis des écoles primaires publiques d'Anono 4 et de Blocos 2 sur la question de l'environnement à travers l'histoire de la journée de la Terre de l'auteur Margaret McNamara. Le storytelling, conçu par l'American Center, vise à développer l'imaginaire et promouvoir la lecture chez les élèves des établissements primaires en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, c'est au moins 1200 enfants de 5 à 10 ans qui, chaque année, y sont accueillis. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste s'est rendu dans les locaux de la direction technique de Orange Côte d'Ivoire au plateau. Bruno Nabagné-Koné est allé constater les dégâts causés par l'incendie survenu dans cette compagnie de téléphonie 2 jours plus tôt. Nadia Edja à Mississauga. Bruno Nabagné-Koné a effectué une visite dans les locaux du centre technique d'Orange Côte d'Ivoire. Le site a été ravagé par un incendie quelques jours plus tôt. Pour le ministre de tutelle, il était important de se rendre sur le lieu du sinistre. Nous sommes là pour venir apporter notre soutien et nos encouragements à un opérateur aujourd'hui très important. Nous sommes venus, nous avons vu l'importance des dégâts. Et nous avons pu apprécier également l'effort qui a été fait par les uns et les autres pour éviter que la situation soit plus grave. Nous savons l'importance du numérique aujourd'hui pour nos populations. Ça vaut pour la voix, ça vaut pour les SMS, ça vaut pour l'Internet, la data de façon plus générale. Donc nous sommes là aussi pour apprécier la situation et rassurer nos compatriotes. Leur dire que la situation est grave, elle aurait pu être pire, mais surtout beaucoup d'efforts est en train d'être fait pour trouver des solutions.
des solutions court terme, donc qui permettent dans les 48 heures à peu près de revenir à un niveau normal de fonctionnement des équipements ici. La visite est saluée par Didier Kla, directeur technique de la compagnie. Selon lui, ce grave incendie a particulièrement endommagé le câblage, causant des perturbations sur le réseau téléphonique et la connexion Internet. Aujourd'hui, nous avons l'ensemble de notre réseau de transmission qui est paralysé sur la ville d'Abidjan. Nos capacités Internet sont réduites à près de 50%. Les difficultés d'appel voix sur la zone du plateau. Pour le fixe, plateau Adjamé et Cocody sont impactés. Et aussi, nous avons quelques services, d'autres services, les entreprises, les gables des entreprises qui ne marchent pas. Toutes nos équipes travaillent d'arrache-pied et nous tenons à rassurer que nous faisons le maximum d'efforts pour que les services soient rétablis dans les meilleurs délais. L'incendie est survenu à l'aube lundi dernier. Les raisons sont encore méconnues. L'enquête policière est en cours. Le monde entier célèbre aujourd'hui, jeudi 3 mai, la journée de la liberté de la presse. Une journée qui permet de mettre en relief les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse dans le monde et de défendre l'indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Aujourd'hui, jeudi donc 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. En prélude à cette célébration, l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication a tenu ce mercredi un panel autour du thème « Enjeux et défis du numérique dans la valorisation des contenus de presse ». Ce panel vise à encourager les journalistes à utiliser les nouveaux médias tout en respectant l'éthique et la déontologie du journalisme. Issaïou. Paru dans la presse dans les années 70, le numérique est aujourd'hui au cœur du dispositif de tous les médias. L'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication, ISTC, met à profit la Journée mondiale de la liberté de la presse pour sensibiliser les journalistes sur l'opportunité de son usage. N'est journaliste que celui qui est attaché aux faits. N'est journaliste que celui qui est préoccupé par le respect de l'éthique, par le respect de la déontologie, par le respect des tests et par le respect de la ligne éditoriale qu'il emploie. Je pense que c'est ce carré qui doit être le bréviaire du journaliste. S'appuyant sur le thème « Enjeux et défis du numérique dans la valorisation des contenus de presse », les panélistes exhortent les journalistes à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Le vrai boulot, c'est de rester un journaliste comme avant. Le métier n'a pas changé, c'est de donner une information fiable, vérifiée, mais le plus rapidement possible. Pas parce qu'on est sur le numérique qu'on ne va plus respecter les règles d'éthique et de déontologie. Le média peut changer, le support peut changer, mais l'éthique journalistique, elle, demeure. Le digital également donc, donne l'opportunité de créer en fait du contenu, mais également des contenus avec tous les supports sans réellement de limite. Parce qu'il faut indiquer que les médias classiques qu'on avait, c'est-à-dire soit des questions de temps ou alors d'espace. Le digital réellement donc offre une palette d'opportunités, mais il faut savoir donc réinventer en fait les médias dans le contenu. Cette rencontre qui a eu lieu en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été l'occasion pour l'ISTC de décerner des diplômes d'honneur à tous les étudiants ayant contribué à l'animation du journal de communicateurs. Un hommage a également été rendu à Kone Paragasoro, Ebony 2017, journaliste à la RTI et ancien étudiant de l'ISTC. Le responsable de la communication de la Banque africaine de développement a eu des échanges avec un groupe de journalistes. Il s'agissait pour lui de revenir sur les nouveaux rapports que la BAD entend nouer avec la presse. Les détails avec Jean-Luc Bambou. Le groupe de la Banque africaine de développement, BAD, entend faire des médias un partenaire stratégique dans sa mission de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres. Il s'agira, au dit du directeur de la communication de cette institution, de mettre en lumière toutes les actions qui visent à contribuer au développement économique du continent. Il y a tant de choses qui se passent et nous ne pouvons pas continuer à travailler comme si de rien n'était. Nous devons avoir une nouvelle stratégie et une nouvelle vision de ce que nous devons activement faire aux côtés des médias qui sont des partenaires stratégiques.
Une implication des médias qui devrait se traduire en des visites sur le terrain afin de témoigner de l'impact des actions de la BAD sur les populations des pays membres. Nous allons également organiser au cours des prochains mois des visites de projets pour les médias pour qu'ils puissent non seulement visiter nos projets, mais également parler aux villageois pour jauger des impacts de développement. C'est donc ici un des éléments d'une action plus large. Pour joindre l'acte à la parole, une délégation de journalistes se rendra en fin de semaine dans des villages de Yamoussoukro pour visiter le projet Simol Undong Village, un projet de développement rural d'origine coréenne qui s'articule autour du changement de mentalité et de l'implication des populations rurales dans la réalisation des infrastructures de développement de leur localité. Des responsables de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire et du ministère des Sports et Loisirs ont effectué le déplacement sur le site de construction du futur stade olympique d'Ebempe au nord d'Abidjan. Il aura une capacité d'accueil de 60 000 places. Les travaux avancent bien. Leur coût, 67 milliards 500 millions de francs CFA. Serge Collier. 16 mois après le lancement des travaux, le futur stade olympique d'Ebempe se met progressivement en place. Les ouvriers sont à la tâche pour lui donner fière allure. Le directeur de cabinet du ministre des Sports et Loisirs ainsi que le conseiller économique et commercial de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire ont pu s'en rendre compte. Les travaux évoluent bien. Ils sont à plus de 25% de taux d'exécution et nous sommes aujourd'hui satisfaits de l'évolution de ces travaux. On était inquiets lorsque nous lancions ces travaux en 2016, mais 2 ans après, nous sommes en tout cas heureux de constater que la partie chinoise est à pied d'œuvre pour faire en sorte que les délais consignés dans le cahier de charges de la Cannes 2021, les délais seront tenus. Ce stade qui aura la forme d'un nid d'oiseau est bâti sur une superficie de 20 hectares. Il aura une capacité de 60 000 places. Peut-être vous connaissez le nid d'oiseau à Beijing. C'est ça le nid d'oiseau en Afrique. Donc ça sera un stade le plus grand, le plus moderne et le mieux équipé de toute l'Afrique. Il s'agit d'un projet de coopération entre le gouvernement chinois et le gouvernement ivoirien. Donc le gouvernement chinois attache une grande importance à la qualité, au délai des travaux. Le futur stade olympique de la Côte d'Ivoire sera livré en octobre 2019. Il abritera le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Sous d'autres cieux en Arménie, l'opposant Nicole Pachinian a appelé hier à cesser les manifestations. Il a assuré avoir obtenu le soutien de l'ensemble du Parlement pour son élection au poste de Premier ministre le 8 mai prochain. L'opposant, seul candidat, avait échoué à être élu Premier ministre par le Parlement et le Parti républicain au pouvoir. Il avait appelé mardi ses partisans à la désobéissance civile. Ce mercredi, des milliers de manifestants avaient bloqué les routes, le métro et les trains. L'organisation séparatiste ETA a annoncé hier avoir dissous toutes ses structures après des décennies d'attentats meurtriers. Dans une lettre datée du 16 avril, publiée mercredi 2 mai par le journal en ligne espagnol El Diario ES. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup Maï et très bonne fête de la liberté de la presse à vous. Merci Marcelin. Vous êtes libre? Vous êtes libre. À toi également. Vous êtes libre? Vous êtes libre. J'estime que je suis libre. Vous êtes libre. Oui. Okay. Merci beaucoup. Votre président est sur ce plateau avec nous. Je salue d'ailleurs sa présence. Oui, il vous salue aussi, même s'il ne parle pas. Nous souhaiterions continuer avec vous. Il y a un célèbre journaliste de la résistance en France, Camille Desmoulins, qui a dit un jour « Le journaliste n'est pas là pour plaire ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans nos pays en voie de développement, principalement en Côte d'Ivoire, les journalistes veulent trop plaire? Bon, vous ne devez pas globaliser. Peut-être certains journalistes veulent plaire. Ça, c'est indéniable. Certains. Bien quelques journalistes, mais pas tous les journalistes, tout de même. Mais vous êtes journaliste, j'espère que vous ne cherchez pas à plaire. Ah oui, bon, vous savez que, pour qui connaît mon histoire, c'est que... Enfin, bref. Donc, vous avez une question à poser, Nessie, allez-y. Mais bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est le 3 mai, journée marquant la liberté de la presse. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que les membres de l'UNJCI, dont vous êtes président, ont prévu pour marquer cette journée? En tout cas, merci. Nous avons décidé en Côte d'Ivoire
d'organiser une grande marche. Une marche pour conscientiser les populations, mais conscientiser les pouvoirs publics sur la nécessité de respecter la liberté de la presse, qui est pour nous un principe sacro-saint. Mais le ministre de la Communication qui devait être avec vous va au Ghana. Donc comment ça va se passer? Vous allez donner... Je pense que le ministère est bien organisé. Le directeur du cabinet sera là. Personnellement, j'étais également invité au Ghana. Le billet d'avion et tout, mais j'ai décidé de rester ici. Je leur ai dit, écoutez, moi je célèbre la liberté de la presse chez moi. Et donc, peut-être l'année prochaine, je vais vous rejoindre, mais cette année, je pense que je préfère être ici. Un mot pour tous ces étudiants-là qui aimeraient embrasser la profession de journaliste. En Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une profession qui fait toujours rêver? Bien sûr que ça fait rêver, sinon on serait tous partis ailleurs. Moi personnellement, au niveau des salaires, au niveau de... Bon, je pense que l'environnement économique des médias, il est connu. Hein. Nous traversons une période assez difficile, à l'image de tous les médias du monde entier, véritablement, surtout le journalisme de la presse écrite. Je crois que la presse écrite a beaucoup de difficultés, même la presse en ligne. Et donc, nous sommes en train de faire notre mieux, parce que, véritablement, il y a l'évolution du numérique qui nous pose beaucoup de problèmes. Nous sommes obligés de nous adapter, sinon nous disparaissons. Vous savez, aujourd'hui, à travers le monde, quand nous faisons un peu le point, moi, vous devez le savoir, je suis membre du comité directeur de la Fédération africaine des journalistes. Et à ce titre, je parcours un peu le monde. Et je me suis rendu compte que c'est dans les pays d'Asie que, malgré la révolution du numérique, vous voyez, les chiffres de vente et les chiffres d'affaires des organes de presse augmentent. Mais dans les autres endroits du monde, vous voyez, en France, un peu aux États-Unis, il y a des grands journaux qui ont fermé. Mais je pense que les pays d'Asie ont réussi cette mutation-là. Chacun, à son niveau, essaie de faire ce qu'il peut. Nous essayons, nous également, de faire notre mutation. C'est pour cela que nous avons eu beaucoup de rencontres ici au ministère de la Communication pour essayer de voir comment nous pouvons nous adapter à la nouvelle situation et vendre, sinon nous disparaissons. Il y a des gens qui achetaient à l'époque 10 journaux. Aujourd'hui, ils n'achètent que 2. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils ont déjà tous les contenus à travers les réseaux sociaux et leurs téléphones portables. Donc, nous devons leur vendre ces informations. Les informations que vous recevez dans votre téléphone portable, vous devez les acheter pour que les entreprises de presse et ceux qui produisent ces informations puissent vivre. C'est un peu le combat que nous menons. Est-ce que vous avez les moyens de suivre la presse en ligne? Parce que ça se développe à chaque jour. On a des nouveaux journaux qui naissent en ligne. Est-ce que vous avez les moyens de suivre ce qui se passe là-bas? Oui, bien sûr. Nous avons des mécanismes pour suivre cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la communication que nous allons faire, il y a un thème qui sera abordé par 2 grands journalistes, Fernand Dédé Tagro et Alafé Wakili, qui vont débattre sur les défis de la régulation de la presse numérique. Parce que nous estimons que sur les réseaux sociaux, sur Internet et surtout chez les blogueurs, tout se dit, mais je pense que nous devons trouver un moyen de canaliser cela pour faire la différence entre l'information et les ragots. Il y a quelqu'un qui nous suit en ligne qui dit que, demandez au président, il s'appelle M. Kwame qu'on salue du côté de Annie Bileko, demandez au président, est-ce que en Côte d'Ivoire, au niveau notamment des médias publics, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? Oui, bien sûr, nous sommes tous conscients de cela. C'est pour cela que l'État lui-même est conscient de cela. C'est pourquoi il a décidé de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Lorsque cet espace sera libéralisé, s'il y a une information qui n'est pas donnée par la RTI, à côté, ça sera donné. La RTI sera obligée de se mettre au goût du jour. Mais la RTI fait des efforts quand même conséquents. Oui, bien sûr, la RTI fait beaucoup d'efforts. Nous voyons, vous voyez le studio dans lequel je suis assis. Vous voyez que je vous ai dit tout à l'heure que je parcours l'Afrique et le monde. Les studios comme ça, on n'en trouve pas partout. C'est pour cela que je vous félicite déjà pour cela. Merci Mais vous devez faire encore plus d'efforts. On peut mieux faire. Vous n'êtes pas. C'est surtout l'autocensure qui nous fait mal au niveau des organisations professionnelles des médias. Nous savons que nos confrères, souvent, s'autocensurent eux-mêmes. Vous avez souvent peur pour rien, alors que le pays est devenu, moi je pense, démocratique. Et personne ne vous renvoie là de la RTI parce que vous avez dû donner une information. Qui est juste. Quelle période? Maintenant ou avant? Maintenant. Okay. Je pense que vous, Marco, tout à l'heure, Maï était là. Je ne crois pas que Maï aurait pu être chassé de la RTI si elle avait donné une information juste et vraie et vérifiée ici. Moi, je pense que c'est quand vous sortez de la déontologie, de l'éthique de notre métier que vous avez des problèmes. Tant que vous restez collé à notre loi, je pense que tout peut se dire. Tout peut se dire en journalisme. Est-ce qu'on peut recevoir quelqu'un sur un plateau et être sanctionné, bien suspendu à cause des propos de cette personne? Vous trouvez ça normal? En tout cas, en Côte d'Ivoire ici, moi je ne suis pas au courant, je ne suis pas informé de ce qu'un journaliste a été chassé ou renvoyé parce qu'une personnalité a été reçue sur son plateau. Moi je ne suis pas au courant. Je suis pas pendant une interview, tout ça. En tout cas, si je suis informé, je vais sanctionner, pas renvoyer, sanctionner. Hein, parce que moi je suis comme un pour des propos de quelqu'un qu'on reçoit sur un plateau, bien en interview à la presse écrite.
Le journaliste est sanctionné pour les propos de la personne qui le S'il y a des exemples précis, vous me les donnez. Parce que si moi je suis informé, je suis comme un rempart ici en Côte d'Ivoire. Quand je suis informé, je me dresse et je pense que nous arrivons toujours à régler le problème. Mais si je suis saisi de ce qu'un journaliste a été sanctionné dans un pays à cause d'une opinion, vous me verrez. Automatiquement, je suis comme le répondeur automatique, vous allez me voir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Moussa Traoré. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et que vous étiez sur ce plateau pour nous parler un peu de ce qui va rythmer cette journée internationale de la presse. Il y aura donc une manifestation officielle au Ghana, mais en Côte d'Ivoire également, il y a... Vous êtes tous invités. Hein. Ça veut dire que infographes, caméramans, photographes, animateurs, tout le monde est invité à cette marche. Parce que c'est à nous de faire comprendre à la population que cette liberté-là, elle est sacrée. Vous savez que cette année, on a eu quelques agressions de journalistes, non pas par les pouvoirs publics, mais par des populations à Blolequin, à Williamsville, qui ont confondu le journaliste et ceux qui étaient en faute. Je pense que ce sont des choses pour lesquelles nous manifestons. Et il faut que tout le monde se mobilise ce matin pour dire non aux agressions contre les journalistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est sûr que vous allez recevoir... Oui. Et c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 7h30 devant la RTI, c'est le point de départ. Juste après Matin Bonheur. L'heure est bien choisie. Je pense que vous êtes attendu. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Nissi. La suite. La suite, c'est avec M. Mamadou Tapsoba. C'est un entrepreneur. Il a décidé d'entreprendre dans le domaine de la sécurité électronique. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Ça va bien? Super. Alors, c'est quoi cet appareil sur le plateau? Vous êtes venu prendre la tension électronique du plateau? Non, pas du tout. Au fait, c'est une valise de présentation. D'accord. Voilà, une valise pour faire les démos au niveau de la sécurité électronique. Comment ça se passe concrètement? Alors, comment s'appelle cette machine-là? Je vais faire appel à M. Alexis Akomia, qui viendra... Monsieur Alexis Akomia, venez s'il vous plaît, venez. On place ça comment, votre appareil? C'est bon la disposition au niveau de la caméra? Allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, parlez-nous de cette machine. C'est quoi? Ça sert à quoi? Donc, c'est une machine, une valise de démonstration. Une valise de démonstration pour la domotique. La domotique. C'est quoi la gestion intelligente des maisons. La gestion intelligente des maisons. D'accord. Donc, en automatisant des fonctions d'éclairage et de climatisation. Donc, est-ce qu'on voit ça à l'antenne? Dites-moi, dans quelle position on met directement pour que les téléspectateurs qui nous suivent? Voilà. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, voilà. Allez, on y va? Donc, à partir d'un détecteur de mouvement présent ici, les lumières et le climatiseur s'allument instantanément. C'est-à-dire c'est pour surveiller une maison? C'est pour surveiller une maison, par exemple, tout simplement. Donc, on va dire... on va dire... donc, voyant, climatiseur, détection de mouvement. D'accord. Donc, avec le téléphone? À partir du téléphone, on peut faire une commande à distance, tout simplement. Et dès que le détecteur me détecte, eh bien, tout s'allume automatiquement. Ah, dès qu'il vous détecte ou dès qu'il détecte le téléphone? Non, dès qu'il me détecte, tout s'allume automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, donc là, il m'a détecté. Donc, on voit ici que le ventilateur, c'est un petit ventilateur, hein, il souffle. Il souffle. Et donc, si on ne fait pas de mouvement, tout va s'éteindre. D'accord, donc on peut sortir de la maison. On peut sortir de la maison. Tout s'éteint. Tout s'éteint. Et quand on revient, tout s'allume. Voilà. Donc seulement le ventilateur. Et le ventilateur, il simule le climatiseur en fait. Le climatiseur, d'accord. Et quel autre appareil? On peut gérer donc l'alarme anti-intrusion. Par exemple, quelqu'un vient n'être pas chez vous, quelqu'un arrive chez vous, et bien toutes les lumières du dehors s'allument. Vous êtes en vacances pour Vous êtes en vacances à distance, toutes les lumières du dehors s'allument. Et puis s'il insiste, il y a une sirène qui se déclenche. Le but c'est de le faire fuir. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Vous restez tout juste à côté, donc là-bas dans les gradins de ce matin. Monsieur Tapsoba, on va décaler un peu pour qu'on puisse vous voir, parce que c'est aussi ça le but. On peut refermer? On peut refermer? Oui. D'accord. Alors, ça part de quoi? Vous êtes passionné d'électronique avant? Ça s'est passé comment? Comment on arrive là? Voilà. Tout est parti d'un événement. J'ai fait 4 ans dans une compagnie d'assurance. Et puis juste après, voilà que je me suis retrouvé sans emploi. Et puis du coup, il fallait affronter la vie. Il fallait recommencer tout à zéro. Mais, excusez-moi, je ne voulais pas faire le mouton de Panurge, qui veut dire tout simplement que je ne voulais pas suivre sans esprit critique. Donc il fallait réfléchir. Et puis heureusement, par le biais d'une dame du nom de Madame Aguirre, que je salue au passage, elle m'a conseillé comme ça de me rendre au plateau, voir quelqu'un.
Et donc, tout de suite, je suis allé voir la personne qui m'a accepté, qui m'a adopté. Il a commencé à me former, mais là, c'était dans le domaine du matériel informatique. Et puis, 2 ans après, voilà qu'il y a eu une sorte d'invasion de matériel informatique en Côte d'Ivoire. Donc, plusieurs personnes sont venues, beaucoup se sont installés et le marché a commencé à baisser. À l'époque, on pouvait vendre un seul ordinateur à 1,5 million. Et là, du coup, on se retrouve avec 150 000 francs pour un coût d'ordinateur. Et donc, ce n'était plus vraiment alléchant pour moi. Alors, donc, il fallait trouver un autre créneau. Mais je ne savais pas comment. Et donc, j'ai utilisé le hall d'un hôtel, de la place, et au plateau. Comme je squattais cet espace-là, comme un bureau. Voilà, et puis, je recevais mes clients. Et c'est comme ça qu'un jour, je reçois une dame qui manifeste le désir de rentrer en possession du matériel de sécurité électronique. Et donc, tout de suite, j'ai dit, ben waouh, voilà qu'elle m'ouvre une lucarne. Pourquoi ne pas saisir l'occasion? Mais je ne savais pas vers qui aller. Et chemin faisant, je rencontre un monsieur du nom de M. Zoromé Mamadou, que je salue au passage, qui lui était aussi il était du domaine, mais il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Et c'est comme ça que nous avons conjugué nos efforts ensemble pendant un long moment. Et puis, 2 ans ou 3 ans après, j'ai commencé à voler mes propres ailes. Et quand vous parlez de sécurité électronique, c'est quoi exactement? Comment ça se passe? Comment vous opérez? OK. La sécurité électronique, c'est tout simple. C'est, si vous voulez, la sécurité par le moyen électronique. Voilà. Donc, on utilise des caméras, on utilise des systèmes anti-intrusion, on utilise des systèmes d'alarme. Et on fait aussi la géolocalisation, donc suivre les véhicules à distance, soit par un ordinateur ou par un téléphone. C'est un secteur très stratégique où on a besoin de la confiance, où il faut une certaine crédibilité. Comment ça s'obtient? Tout à fait, il faut une certaine crédibilité, parce qu'on ne va pas te confier la sécurité de ta maison si on n'a pas confiance en toi. Donc du coup, ça nécessite que toi-même, tu fasses un travail sur toi-même pour mériter la confiance. Voilà. C'est un domaine dans lequel vous n'étiez pas. Vous aviez un boulot, vous avez perdu votre boulot, vous avez décidé de trouver d'autres portes de sortie, vous êtes retrouvé dans un domaine que vous ne maîtrisiez pas. Comment est-ce que vous êtes arrivé à maîtriser tous les contours de votre domaine d'activité? Très bien. Et donc, ce monsieur Zoromé Mamadou dont je parlais tout à l'heure, lui, il était du domaine, comme je le disais tantôt, et donc c'est avec lui que j'ai commencé à apprendre, à savoir ce que c'est système anti-intrusion, à savoir ce que c'est caméra et autres. Mais là, je ne me suis pas limité à ce niveau. J'ai commencé à me faire former. Surtout. J'ai commencé à me faire former. Et chemin faisant, je me suis retrouvé à Accra, dans une école quelque part. Et là-bas, j'ai appris beaucoup pendant 6 mois. J'ai appris beaucoup sur la sécurité électronique. Et je me suis retrouvé aussi à Abidjan avec un professeur dans un lycée technique qui lui aussi m'a ouvert les yeux sur les thèmes techniques et autres. Et donc, du coup, voilà que j'ai eu un bagage qui pouvait me permettre d'avancer. En tout cas, nous, on souhaite beaucoup de courage parce que c'est un secteur assez délicat où tout se développe vite et on espère que vous serez au diapason chaque fois que vous serez sollicité. En tout cas, nous, on vous a pris ce matin comme un modèle pour ces jeunes-là qui aimeraient, pourquoi pas, embrasser la carrière dans la sécurité électronique. Merci beaucoup, M. Tapsoba. Et puis, bon courage à vous et on remercie également tous vos collaborateurs qui travaillent à vos côtés. Il est 7 h. Dans 1 minute, mesdames et messieurs, seulement on aura l'occasion d'être en compagnie de Madame le professeur Madeleine Amorissani Folké. Elle est pédiatre, va nous parler des 1000 premiers jours de vie du nourrisson, c'est cela. On va voir un peu, on va rentrer dans ce monde très intéressant, passionnant, mais il faut être très vigilant par rapport à tout ce qu'on peut donner comme soins, affection, attention surtout à ces nouveau-nés. Merci d'être en notre compagnie. Jeudi, c'est santé, sur Matin Bonheur, la pub, et on se retrouve juste après. La 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan aura lieu du 2 au 13 mai 2018 au Palais de la Culture de Treichville. La foire est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h, le week-end et férié de 9h à 22h. Droit d'entrée 500 francs. Contact le 22 42 59 84, le 09 18 18 99. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique, FIA!
Voilà, les 1000 premiers jours sont très importants pour le nourrisson. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les bonnes attitudes à avoir? On en parlera avec notre docteur du jour, professeur Madeleine Amorissani Folké. Mais avant, vous le savez, cet élément explicatif. Les 1000 premiers jours de la vie, c'est une étape bien cruciale de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Depuis le moment où vous découvrez que vous êtes enceinte, jusqu'à la première fois où vous tenez votre nouveau-né dans vos bras, et bien même après. Cette étape offre l'occasion de jeter les bases d'une bonne croissance de l'enfant. Et cela commence avec un bon suivi médical de la grossesse. Moi, je pense que la consultation prénatale est quelque chose de très important parce qu'il permet de diagnostiquer l'état de la mère. C'est-à-dire que si cette mère-là, elle a des problèmes, la consultation prénatale va permettre de détecter tout ce qu'il peut avoir comme problème, bien comme maladie lors de la grossesse. Et cela va permettre à la mère d'être en bonne santé, de garantir également la santé de l'enfant. Ça permet de faciliter la grossesse de la femme et ensuite garantir la santé du bébé jusqu'à l'accouchement. Premièrement, l'enfant est en bonne santé. Et deuxièmement, il est préservé de beaucoup de maladies. La consultation prénatale va rassurer la mère quant à la bonne évolution de la grossesse. Elle permettra de prévenir d'éventuelles complications ou de déceler des dysfonctionnements qui pourraient, à ce stade, être remédiés. Je n'ai pas encore eu d'enfant, mais je suis pour l'allaitement maternel. Parce que l'allaitement maternel a beaucoup de propriétés et c'est mieux pour un enfant. C'est-à-dire au moins allaiter l'enfant pendant 1 an et puis bon, après on peut introduire au fur et à mesure le biberon. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les femmes aiment utiliser le lait. Restons sur le plateau. Professeur, réaction à chaud sur cet élément? Je pense que c'est bien, les 1000 premiers jours commencent à être connus, mais pas assez. Et en effet, c'est une période très importante. Nous appelons les 1000 premiers jours période d'opportunité. Et bien définir ces 1000 premiers jours, c'est de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, dès J0, dès la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. La période de la grossesse dure 270 jours, 1 an, ça fait 365, la deuxième année, 365, les 1000 premiers jours. Donc, c'est vraiment très important, ces 1000 premiers jours, parce que c'est au cours de ces 1000 premiers jours que s'effectue le développement de l'enfant. Pourquoi on dit période d'opportunité? Période d'opportunité parce qu'on connaît les facteurs de mauvaise influence pendant cette période qui vont retentir sur la vie de l'enfant. C'est très important parce que non seulement il acquiert son développement au cours de ces 2 premières années, vous savez que pendant la grossesse, il y a l'embryogénèse, il y a le développement du cerveau et tout. Et puis, les pathologies, si ça a été mal fait à la base, les répercussions vont se ressentir à l'âge adulte, avec les maladies cardiovasculaires, les atteintes respiratoires, le diabète. Donc, c'est très important de préserver ces 1000 premiers jours. Alors, les 1000 premiers jours, c'est depuis la conception. Donc, on va commencer depuis la conception. Déjà dans le ventre. Dans le ventre. Dès que la mère apprend qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'il faut tout de suite arrêter de faire? Je pense qu'il ne faut même pas attendre d'être enceinte avant de commencer à dire qu'est-ce que je dois faire. Il faut préserver la santé des adolescents, donc la bonne santé. Parce que dès qu'on est enceinte et qu'on est déjà en bonne santé, un bon apport nutritionnel, une bonne hygiène de vie, c'est déjà un acquis pour l'enfant. Ça rentre dans les 1000 premiers jours. Donc l'adolescent doit avoir une bonne hygiène de vie, pas d'alcool, pas de tabac, activité physique régulière, bien manger, c'est-à-dire pas salé, pas trop gras, pas trop sucré. Donc, c'est vraiment toute cette hygiène, avoir un bon état nutritionnel et pour la conception. Professeur, soyons réalistes, nous sommes dans un pays pauvre. Et nous, dans des pays pauvres, où ça, quand je vous entends, on a l'impression qu'on est au Danemark, en Suède ou aux États-Unis. Soyons réalistes, est-ce que ça, on peut respecter ça à 100% aussi? Je m'excuse. Nos parents étaient dans des conditions, mais ils mangeaient bien. Oui, je regrette. Dans les villages, on mange bien. C'est peut-être maintenant qu'on a introduit le sel, les trucs, sinon on mangeait bien. Pays pauvre, alors que tout est vert chez nous? Non.
nous avons de la nourriture. Il faut éduquer pour qu'on mange bien. Sinon, nous avons de la nourriture. Quand on parle de malbouffe, mais c'est l'introduction de la mauvaise alimentation qu'on a apportée. Sinon, avec nos aliments locaux, il n'y a pas de problème. Hein? Seulement, il ne faut pas saler, il ne faut pas mettre trop d'huile, sinon nous avons tout. Nous avons des légumes. C'est un coût aussi. Ah non. On connaît le prix parfois de certaines choses qui font du bien à l'organisme sur le marché, au kilo, dans nos supermarchés. Non, je vais dire par exemple, je prends le kiwi. Je prends un exemple, le kiwi. Combien de familles peuvent s'offrir un kilo de kiwi? Mais je ne vous ai pas parlé de kiwi. Non, je vais dire que ça contribue au bien-être. Mais nous avons aussi des produits équivalents au kiwi. Kiwi, c'est un fruit. Oui, tu mais sais, on a les oranges, aussi... nous avons les mangues, nous avons la banane, la papaye. Donc, tous ces éléments apportent de la vitamine. Mais c'est quand même... C'est vrai qu'il y a un coût. Il faut un minimum de... Mais on n'a pas besoin d'avoir de kiwi pour être en forme. Non, c'est un exemple comme tout autre pour dire que parfois aussi, les populations sont dans des conditions vraiment tellement... voilà, on va dire, des gens sont pauvres. Je suis d'accord. Donc, il faut commencer par l'alphabétisation. Il faut commencer par le fait que la ménagère soit à l'aise financièrement pour pouvoir subvenir. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas aller au kiwi et tout. Avec nos produits locaux, on peut avoir une bonne hygiène de vie. Et quand on parle de bonne hygiène de vie, il ne s'agit pas seulement de la femme. Non. L'homme également qui donne la sémence, il faudrait que sa sémence soit saine. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que si on amène la femme à pêcher, si on amène la femme à être autonome financièrement, à l'éduquer, elle saura comment composer l'alimentation pour que le couple ait une bonne alimentation. Et l'enfant, maintenant qu'on a une bonne alimentation, l'enfant est né dès le premier jour. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait, nous sommes en Afrique. Très souvent, la belle-mère ou la maman récupère l'enfant et tout de suite, c'est la purge. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie aussi les consultations prénatales. Oui, hein. C'est très important. Je voulais en venir. C'est surtout ça aussi. Parce qu'on vous a dit de la conception jusqu'à 2 ans. Donc, pour qu'on puisse bien surveiller la grossesse, mais il faut venir à la consultation prénatale. On peut avoir toutes les vitamines et puis à la rater la consultation. Qu'on va vous donner les conseils pour une bonne alimentation. C'est à la consultation prénatale qu'on va vous dire ce qu'il faut faire, bien vacciner, que ce n'est pas parce que vous êtes enceinte que vous allez manger pour 2, mais il faut que l'alimentation soit de qualité. Donc franchement, il faut qu'on amène les gens à consulter. C'est quoi une bonne consultation prénatale? Une bonne consultation, l'État a défini la valeur minimum de consultation, le nombre minimal de consultations. Il faut au moins 4 consultations prénatales. À la consultation prénatale, il y a l'examen clinique qu'on fera à la malade, mais il y a également le bilan prénatal. Et ça, c'est très important. Dans le bilan prénatal, vous avez la numération formule sanguine, vous avez les différentes sérologies, même la sérologie VIH, toxo et tout. Donc, il faut vraiment une bonne consultation inclus l'examen physique et le bilan paraclinique. Donc, c'est fort de tout ceci qu'on pourra dire la grossesse évolue bien ou évolue mal. Et si ça évolue mal, on saura l'orienter. Donc, la consultation prénatale, ce n'est pas pour venir prendre un carnet de santé. C'est à la consultation qu'on va faire la vaccination qui est gratuite pour la mère pour pouvoir préserver l'enfant. Donc, il faut vraiment que la communauté comprenne l'importance de cette consultation prénatale. C'est là où on va donner des explications sur l'importance de l'allaitement. Et je voulais revenir dessus. L'allaitement maternel exclusif, c'est nourrir l'enfant avec son sein jusqu'à 6 mois, sans introduction d'autre chose. Parce que le lait est un aliment complet. Et la femme qui va nourrir son enfant pendant 6 mois, rien qu'avec son lait, va voir que son poids de naissance va multiplier par 2. L'enfant va doubler son poids de naissance à 2 mois. Il y a l'eau aussi qui est importante. Non, le lait maternel, j'ai dit complet, il n'y a pas d'eau. Le lait maternel est constitué en grande quantité d'eau. On n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. Rien que le lait maternel, sans adjonction d'autres choses. Donc quand il a le hockey, on lui donne du lait aussi. Le lait suffit, ça donc suffit. Pas d'eau. Pas d'eau, rien que le lait maternel, jusqu'à 6 mois. Et c'est à partir de 6 mois qu'on va introduire les aliments de complément, qui seront les légumes, les fruits, doucement, petit à petit, on va introduire ces aliments jusqu'à ce qu'ils puissent manger le plat familial. Mais le sein va continuer jusqu'à 2 ans parce que l'enfant a également besoin de produits laitiers. Donc, pas d'eau. Vous allez voir que cet enfant aura un bon développement de son poids, de sa taille, de son périmètre crânien, un bon développement au niveau de son cerveau et surtout, il va acquérir les anticorps d'origine maternelle, parce que si la maman était immunisée contre une affection,
elle va transmettre ses anticorps à son enfant qui sera immunisé contre ces affections. Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour pouvoir bien donner le sein à un enfant? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs femmes ne veulent pas donner le sein parce qu'on dit, vous savez, que oui, ça fait tomber le sein, ça, voilà. Est-ce qu'il y a une façon particulière de faire, je sais pas? Normalement, quand un enfant naît, dès que l'enfant naît, il doit avoir le contact peau à peau et la mise au sein doit être précoce dans l'heure qui suit la naissance. Et les femmes le font bien. Nous avons mené une étude qui a montré que près de 98% des mamans donnent le sein à leur enfant. Elles ne sont pas contre ce fait de donner le sein parce qu'elles ont appris au cours des consultations prénatales l'importance. Les mamans ivoiriennes. Mais c'est après qu'on introduit autre chose. C'est après qu'on introduit de l'eau, c'est après qu'on introduit du jus d'orange, alors que l'enfant n'a pas encore la maturité pour pouvoir digérer tout ça, en ce qui concerne par exemple le jus d'orange. Donc nous voulons un allaitement exclusif. Nous avons progresser, mais pas encore assez. Donc, il faut l'allaitement exclusif. Pour le bienfait que ça donne à l'enfant, franchement, je pense qu'il n'y a pas photo. Je vous ai dit, l'enfant double son poids à 2 mois, alors que pour une alimentation de remplacement, il va doubler son poids à 4-5 mois. Donc, c'est très important. À quel moment l'enfant mange maintenant? À quel moment exactement l'enfant mange? Mais il mange dès la naissance, il mange le sein, c'est la nourriture. Après le lait maternel? Après le lait, dès 6 mois. 6 mois, on commence à introduire d'autres aliments. Lesquels? Je vous ai dit, les fruits, les légumes. Le foutou? Non, pas progressivement. Parce que c'est progressivement qu'il y aura la maturité dans tout son organisme. Donc, ça va se faire progressivement. Donc, d'abord, des aliments liquides. Chez nous, ici, c'est placali, déjà, foutou, on teste l'enfant. Non, mais j'ai également un problème avec ce qu'ils appellent anangobaka. Anangobaka, je pense que c'est de la bouillie qui est vendue sur le marché et qui ressemble soi-disant au lait maternel. Et comme ça ne coûte pas cher, les mamans donnent ça à leur enfant. Et nous avons beaucoup de cas de malnutrition. Nous sommes à Abidjan, nous avons beaucoup de cas de malnutrition du fait de cette façon de faire. Donc, je supplie les mamans, le lait maternel, c'est le meilleur des laits. Et après, il va commencer la diversification tout en continuant le lait maternel. Donc, pas d'eau, chère maman, pas d'eau. Pas d'eau. C'est-à-dire que du lait et du lait maternel de façon exclusive. Jusqu'à 6 mois. Professeur Madeleine Amorissani Folke, parce qu'après, c'est la RTI qui a dit, c'est le professeur que nous recevons sur le plateau qui le dit. C'est pas moi seul. En fait, c'est l'OMS, l'UNICEF, tout le monde le dit parce qu'on a vu les bienfaits que ça fait sur nos enfants. Vous avez parlé de pauvreté et tout, mais donnons le maximum à nos enfants. Et on sait que le maximum qu'on va donner à nos enfants, c'est une bonne alimentation. D'abord, l'adolescente qui sera bien nourrie avant de tomber enceinte. Donc, tomber enceinte quand vous sentez que vous êtes capable de pouvoir prendre en charge votre enfant. Parce que c'est un autre débat. C'est un autre débat sociologique, économique. Non, Madame professeur, quand on n'a pas assez de lait, parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas de lait, quand on n'a pas assez de lait, comment on fait? Est-ce qu'il y a des formules palliatives? Bon, quand on n'a pas assez de lait, qu'on a essayé, qu'on est venu consulter d'abord, parce que des fois, c'est la mauvaise position que la maman a en donnant le sein. Et elles ont raison, nous ne leur montrons pas assez comment bien donner le lait à l'enfant. Comment bien faire téter. Et donc, quand il y a une mauvaise position, mais ça va entraîner les gerçures, les mycoses au niveau du mamelon, la maman va arrêter de donner. Ou bien, psychologiquement, elle n'est pas dans une atmosphère qui va... Parce qu'il faut qu'elle soit détendue, qu'elle n'ait pas de problème avec son mari, qu'elle soit vraiment dans une ambiance pour pouvoir... Tout est hormonal. Donc là, il peut y avoir des perturbations. Dans ce cas, elle peut prendre du lait de remplacement, mais il faut qu'on lui dise, c'est pas anangobaka, c'est du lait adapté à l'enfant. Et en fonction de l'âge de l'enfant, on lui dira, peut-être qu'il faut donner du lait pour prématuré, ou bien il faut donner du lait premier âge. Ça, vraiment, c'est en fonction. Donc, il ne faut pas qu'elle se dise, elle culpabilise. Si elle ne peut pas, il y a une alternative. Mais il faut venir consulter. Alors, quand bébé est tout petit, il est malade, comment la mère peut remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Quels sont les premiers signes qui doivent alerter les mamans? Bon, un enfant, on sait, je parle par exemple de nourrisson. Nous sommes chez le nourrisson et les moins de 2 ans, ce sont des nourrissons. Le nourrisson, d'habitude, il faut vraiment écouter les mamans parce qu'elles savent. Mon enfant qui ne tète pas comme d'habitude, mon enfant qui ne bouge pas, mon enfant qui a une coloration qui a changé, c'est plus coloration rosée, il est un peu terne, il est un peu... Ça, la maman fait de la fièvre, la maman sait. Franchement, les signes de danger. Mais c'est à nous également, personnel, de pouvoir éduquer sur ces signes de danger, afin que dès que ces signes de danger apparaissent,
le personnel médical soit le premier recours aux soins, parce que c'est ça notre problème. Dès que l'enfant commence à vomir, on dit que c'est la fontanelle. Moi, on ne m'a jamais appris. Franchement, je ne connais pas une pathologie qui s'appelle fontanelle. On ne m'a pas appris ça en médecine. Mais dans le contexte socio-culturel, je sais que c'est la hantise des mères parce que la fontanelle, normalement, ça bat. Si c'est bombé, si c'est truc, c'est que c'est quelque chose de pathologique. Donc, on va voir d'abord au marché. On a des gens qui sont spécialistes. Si ce sont des feuilles seulement, d'accord. Mais des fois, on met le doigt, on racle, on fait des traumatismes au niveau de la gorge. Et ça, c'est très dangereux pour nos enfants. Oh là là. Et quand l'enfant sort, quels sont les premiers gestes? Comme je le disais tantôt, en Afrique, on a tendance à faire une purge à l'enfant. On a tendance à faire une purge pour nettoyer l'enfant. Ben, c'est ce qui se fait, surtout chez les baoulés. Chez mes parents baoulés, je sais de quoi je parle, on a tendance à le faire. C'est à déconseiller? Oui, c'est vraiment à déconseiller. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on aille dans la communauté pour expliquer. Pourquoi votre ton change quand vous parlez de ça? Parce il y a quelque chose qui mon ton change parce que effectivement, on a toujours des enfants qui nous arrivent ballonnés. Oui. Des fois même, on est obligé ils sont obligés de subir une intervention chirurgicale. Quand on pense que cet enfant est né, il n'avait pas de problème, peut-être qu'il a manqué de conseils pour la maman. Ça, c'est l'occasion pour qu'elles viennent en consultation prénatale. Elles auront tous ces conseils. Et normalement, quand ça rentre, ça sort. Il n'y a pas de problème. Quand une alimentation rentre, ça doit sortir. Ça, c'est la loi de la nature. Mais quand on va faire des purges, vous savez, c'est une poire, la poire à lavement. On va purger, mais on envoie de l'air. Donc, on va... vous êtes contre oui, ça. Mais ça va entraîner une constipation chronique, alors que théoriquement, le lait maternel, il est laxatif. Quand l'enfant tète, il va à la selle. Il fait caca. Donc, si on comprend bien, professeur, proscrire les purges. Et donc, vous êtes en train de nous dire aussi également que lorsque la femme est enceinte, il faut proscrire tout ce qui est médicaments, tout ce qui est feuilles traditionnelles qu'on met en additif. Tout est dans les plantes. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas dosé. On ne connaît pas vraiment la quantité de l'effet. Ce n'est vraiment pas dosé. Peut-être qu'il faut qu'on envoie nos plantes chez les pharmaciens pour qu'ils puissent doser. Vous connaissez les contingences africaines. Quelle femme enceinte qui va refuser que sa maman, sa belle-mère... Des fois, c'est compliqué aussi. Oui, mais quand c'est compliqué que vous vous retrouvez à l'hôpital, je ne sais pas si c'est la maman ou la belle-mère qui se retrouve à l'hôpital. Quand vous êtes enceinte et puis à la dernière minute, vous perdez votre enfant parce que vous avez fait des purges qui ont accéléré. Et des fois même, vous pouvez perdre votre utérus. Je ne sais pas si c'est la maman ou la belle-mère. Donc, il faut un peu avoir un peu de jugeote. Je pense que ces périodes-là sont tellement vulnérables qu'il faut vraiment se contenter de ce que la sage-femme nous dit. Totalement, et non pas laisser une place au fait que ce soit possible. Totalement, parce que franchement, ce n'est pas dosé, on ne sait pas. Peut-être que ça sera trop accéléré et puis ça va aboutir à quelque chose de dangereux pour la femme et pour le nouveau-né. On parle souvent de mort subite du nourrisson aussi, due à la position dans laquelle on place l'enfant. Quelle est la bonne position? Le nouveau-né à terme ne doit pas être couché sur le ventre. Oui, le nouveau-né à terme ne doit pas être couché sur le ventre, il doit être couché sur le dos, normalement, parce qu'en Europe, ils ont constaté que ces morts subites-là survenaient quand le nouveau-né à terme était couché sur le ventre. Ici, on n'a pas encore diagnostiqué de mort subite, mais nous tirons des leçons de ce qui a été dit. Et puis, quand un bébé dort, on passe souvent, il y a toujours quelqu'un à côté pour voir et tout. Donc, la mort subite, c'est une mort qui est inexpliquée, mais on a constaté que c'était lié à la position de l'enfant. Donc, on peut le coucher sur le dos ou bien sur le côté, mais pas sur le ventre. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'après ces 1000 premiers jours, l'enfant est sur la bonne voie au niveau santé? Est-ce que ça construit, ça solidifie les fondamentaux? Oui, parce que, je vous ai dit, tout se passait pendant la période de 0 à 2 ans. Période d'opportunité. Période d'opportunité. Période d'opportunité parce qu'on sait que si l'alimentation est bien, si la maman ne fume pas, parce que le fumer aussi, ça devient un problème chez nous. Si la maman ne prend pas d'alcool, si la maman est bien vaccinée. Si elle n'a pas un métier stressant. Si elle n'a pas ça. Tous ces facteurs-là vont faire que l'enfant va bien se développer. Il y a des problèmes par rapport au stress aussi. Oui, c'est ça. Je vous ai dit que tout était hormonal. Si elle stresse, elle n'aura pas de lait. Elle n'aura pas de lait pour bien nourrir son enfant et puis ça va se répercuter donc sur la croissance de l'enfant. Si elle a un mari aussi qui
ne l'aide pas, qui est lointain aussi, ça non, peut mais agir. ça, c'est une perche quand même qui est tendue parce que pendant la grossesse, je pense que le mari doit penser au bébé parce qu'il faut que le bébé soit dans un bon environnement. Que la maman aussi pense au bébé, son comportement aussi. Oui, d'accord. Que le couple pense au bébé. Le comportement d'une femme enceinte, c'est parfois comme la météo. Ça peut aller en haut, bref. Mais on ne va pas rentrer dans ces débats, mais oui, je suis il faut minoritaire. vraiment qu'on soit... Je suis minoritaire sur ce plateau, je reconnais. Et donc, tout ça va faire que l'enfant, par exemple, à 1 an, il va tripler son poids de naissance. À 2 ans, quadrupler son poids de naissance. À 3 ans, son poids de naissance va multiplier par 5 parce qu'il aura vraiment une bonne alimentation. Et sa taille et le développement du cerveau est très, très important pendant ces 2 premières années. Donc, s'il est bien nourri, s'il a une bonne ambiance, bonne hygiène de vie, bien vacciné, mais il aura un bon développement et la taille également va bien se développer. Professeur, j'ai toujours rêvé de poser cette question un jour à un pédiatre et surtout de votre rang. Alors, dites-nous, ces envies bizarres, entre guillemets, des mamans pendant la grossesse, ça répond à quel souci médical, mais c'est hormonal, vous avez dit encore. Voilà. Mais vous avez répondu. Ça part du placali, ça c'est ma red chef qui aime quand elle est enceinte, à la fraise, quand on est en plein boisquet, alors qu'il n'y a pas de fraise, qu'on demande à son mari, même beau flotto, même pain sucré à 3 h du matin. Ça répond à quoi tout ça? Mais une femme enceinte porte, je dirais, quelque chose d'étranger. Donc, rien que ça répond à la question. Donc, maintenant, selon l'ambiance et tout, si elle sait que c'est la façon de pour que vous vous occupez plus d'elle, mais elle aura ses envies. Hein? Donc, je crois que ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, professeur, l'enfant suit des étapes. Il y a des étapes, il y a des étapes qui marquent le développement de l'enfant. L'enfant commence par se retourner tout seul. Après, il s'assoit, il commence les 4 pattes. Après, il s'arrête. Ensuite, il commence à marcher. À quel moment l'enfant fait tout ça? Et quand l'enfant ne fait pas, à quel moment la maman doit être en alerte? Ah, d'accord. Bon, pour favoriser un bon développement psychomoteur, on a beaucoup insisté sur le staturo-pondéral, mais psychomoteur, par exemple, l'enfant qui naît, il va commencer à suivre du regard, il aura un sourire-réponse, il aura un maintien de la tête vers 1-2 mois. À 4-5 mois, il va commencer à s'asseoir. Après, vers 7-8 mois, 9 mois, il va faire les 4 pattes. Et puis, la station debout, ça sera vers 1 an, 18 mois pour certains. Il y en a qui seront précoces, qui vont le faire vers 10 mois, mais il faut pas forcer. Donc, ça va se faire naturellement. Maintenant, si par exemple, après 2 ans, l'enfant ne marche pas, là, on pourra dire que c'est tardif et puis on viendra consulter. Alors, sinon, ce sont là les quelques développements que l'enfant pourra avoir. Alors, quand on commence à proprement parler la diversification alimentaire? J'ai dit dès 6 mois. 6 mois, le lait n'est plus suffisant. Le lait maternel n'est plus suffisant. Alors, comment on ajoute il faut introduire d'autres aliments. Donc, on va commencer l'introduction par des fruits. On peut commencer par des fruits. Quels mais fruits? les liquides, des fruits qu'on va... Voilà, des compotes, la banane qu'on va écraser, qu'on va donner à l'enfant. On pourra commencer par la papaye. Donc, et puis après, on va introduire les légumes, mais les légumes vraiment en purée, en liquide. Donc, on fera la purée vraiment fluide pour que l'enfant puisse manger. Et petit à petit... Ça, c'est la version officielle. Maintenant, je vais dire, les légumes crus ou bien... Non, bouillis, en purée, j'ai dit. En purée, donc il faut faire bouillir, passer au mixeur ou bien écraser, de façon à ce que ça soit fluide avec l'eau du bouillon, là, le bouillon, pour que ça soit fluide et puis donner à l'enfant à manger. Donc, c'est petit à petit, quand il va commencer à avoir des dents à partir de 6 mois. Parfois, ça sera plus tardif, vers 9 mois. Là, il les aura tous en même temps qui vont sortir. Et c'est en fonction vraiment des différentes étapes qu'on va faire les introductions. Donc d'abord liquide. Combien de repas par jour? Normalement, quand il naît, on ne règle pas l'enfant, c'est à volonté. On dit sain à volonté. L'enfant se règle de 8 mois. Maintenant, après 6 mois, il va continuer la tétée. On l'a dit, il va continuer la tétée. Mais l'introduction, par exemple, de légumes, ça se fera à midi. L'introduction de fruits, on peut le faire, le jus d'orange à 10 h. À 16 h, il aura également, on peut lui donner du jus. Et puis les bouillies, on a de la farine ici, farine de blé, farine de mil, donc bien moulu en bouillie, et puis on pourra l'introduire progressivement. Donc l'enfant peut avoir, disons, 3 repas principaux, mais il aura sa tétée à volonté. Il est dit que pour développer l'intelligence de l'enfant, l'idéal, c'est de lui donner du miel.
Du miel. Oui. Mais ça va s'introduire vers 6 mois. En fait, oui, je vous ai dit, c'est rien que le lait, rien que lacté, pas d'autre chose, rien que lacté pendant 6 mois. Et c'est après que les enzymes et tout commencent à se mettre en place. Donc, on pourra introduire les autres aliments. Le miel, par exemple, on préfère le miel au sucre, hein, parce que c'est vraiment c'est bon pour le cerveau, mais pas trop sucré. Il faut vraiment avoir cette hantise-là, parce que c'est maintenant que se développe le goût de l'enfant. Pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras. Si vous avez commencé déjà sucré et tout, quand il va grandir, il ne pourra que manger sucré-salé. Donc, il ne faut pas ressaler. Par exemple, s'il mange des petits pots, il ne faut pas ressaler les petits pots. Ce n'est pas parce que vous aimez que l'enfant va aimer, ou bien vous n'aimez pas que l'enfant ne va pas aimer. Peut-être que vous n'aimez pas les légumes parce que dans votre enfance, on ne vous a pas habitué à ça. Mais maintenant qu'on connaît le bienfait de ces légumes et ces fruits, mais il faut l'introduire petit à petit. L'enfant va commencer à l'adopter. Est-ce qu'il est normal de faire manger l'enfant, par exemple, après 21 heures? On connaît tous le scénario, l'enfant se lève, l'enfant a faim à 21 heures, après 21 heures, ou bien à minuit, voire plus, si affinité ou pas. Est-ce que c'est bien de faire manger l'enfant à cette heure? Quand vous parlez d'enfant, il y a plusieurs périodes dans l'enfance. Vous parlez de après 6 mois, on parle toujours de la période après 6 mois. Mais moi, bon, s'il le réclame, il faut lui donner à manger. Après 21 oui, heures, le sein, il peut prendre le sein. Il peut prendre toujours le sein. Même étant couché, on peut donner le sein à l'enfant. S'il refuse le sein, s'il refuse le sein, il a besoin de... Je pense que si on pense que l'enfant a faim, moi je ne suis pas... Parce qu'il y a d'autres qui trouvent qu'il ne faut pas nourrir l'enfant après 6 mois. Non, mais moi je pense que c'est à partir de... Ça va se faire petit à petit, c'est en fonction du développement de l'enfant. Mais je ne peux pas vous dire, l'enfant, il a 6 mois, il ne faut pas lui donner à manger le soir, non. S'il a faim, si c'est un gros mangeur, il faut lui donner à manger. Maintenant, c'est après que qu'il va comprendre le rythme et puis lui-même arrêter de manger. Est-ce qu'il y a des solutions simples pour nos mamans, ma maman par exemple qui est à Noumambo, dans un quartier précaire qui n'a pas assez de moyens, qui n'a pas l'occasion d'acheter des compotes, n'a pas d'appareil pour faire bouillir, enfin de mixeur, tout ça. Est-ce qu'il y a des solutions? Mais on peut écraser à la main, on fait bouillir, on écrase à la main. J'ai dit écraser ou bien mixer, mais on peut le faire. Hein. Les mamans ont leur astuce, on peut le faire à la fourchette, on écrase bien et puis on donne à l'enfant. Ça pose pas de problème. Le talier par exemple, non, ça pose pas du tout de problème. D'accord. Vous pensez à toutes les bourses, c'est ça qui est bien. Ah, mais je pense que je travaille dans un centre hospitalier universitaire qui est public, donc c'est tout à fait normal que vous êtes chef la de communauté, service, oui, au CHU de Cocody. L'unité de pédiatrie. Vous êtes mère aussi? Oui, j'ai 2 enfants. Oui, des enfants. Et est-ce que le fait d'être dedans comme ça vous éloigne ou ça vous reproche? Au contraire, je comprends les préoccupations des mères. Et je peux dire que je peux être un modèle pour les mamans. Quand je parle de purge, je n'ai jamais fait de purge à mes enfants. Et ils sont bien réglés. Ils vont à la selle vraiment tous les jours et tout. Jamais, je peux vous affirmer. Vous avez des secrets que les autres n'ont pas? Non, vous ne voulez pas donner tous les secrets? Non, pas du tout, pas de secrets. Il ne faut pas manger peut-être beaucoup de féculents. J'ai vu à ma consultation un petit enfant qui est venu pour obésité. Donc je lui dis, donne-moi le détail de ton alimentation. Je mange du pain. Et comme ça, je lui ai demandé combien de pain tu manges. Pour moi, c'était une question aberrante. Il allait me dire un morceau. Il dit au moins un pain le matin au petit déjeuner. Il avait 9 ans. Je lui ai dit, bon, on va commencer par le pain. Vous allez arrêter, vous allez diminuer la quantité de pain. Il y a des parents aussi qui ne savent pas dire non. Non, en fait, il ne peut pas parce que son père est boulanger. Et il habite dans l'immeuble où il y a la boulangerie. Donc l'odeur, il est réveillé par l'odeur du pain. Donc c'est pour vous dire que quand on fait une enquête alimentaire, on peut supprimer ce qui fait que l'enfant est en surpoids. Mais on peut bien manger avec nos aliments. Dans ce cas-là, l'enfant doit déménager. Ah, c'est ce que j'ai dit au papa. Je ne sais pas s'il l'a fait. En tout cas, on pourrait discuter des heures avec vous, professeur Madeleine Amorissani-Folké. Merci en tout cas de nous éclairer, d'éclairer les mamans, mais les parents et les papas aussi qui nous suivent. Les premiers jours de vie, on ne le dira jamais assez, qu'on appelle période d'opportunité, sont assez déterminants. Ces premiers jours-là, il faut avoir la précaution de tous les enfants parce que c'est là de tous les instants, pardon, parce que c'est là que se solidifie vraiment la santé de l'enfant. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à vous, bon courage. Merci. Et félicitations pour ce que vous abattez au niveau donc de votre service. Allez, on était très heureux d'être en votre compagnie ce jeudi. On vous souhaite tout simplement la santé. Bonne journée, Nessie. Bonne journée, Marco. Au revoir.